Bienvenue au cours de mécanique de l'EPFL. Je suis l'ingénieur docteur Paul Salmon Gohekam et je vais vous entretenir cette fois-ci sur des torseurs associés à des champs de vecteurs. Rappelons que nous avons déjà défini dans une leçon précédente les torseurs et la façon de les noter. Nous avons aussi présenté les propriétés des torseurs et les différentes opérations qui peuvent être effectuées avec les torseurs. Nous avons fait un cas particulier de certains torseurs, donc le taux moment était nul, et nous avons présenté les éléments centraux des torseurs. Cette fois-ci, à l'issue de cette réunion, vous apprendrez à caractériser les torseurs associés à un champ discret, fini, de vecteurs, mais aussi à caractériser les torseurs associés à un champ continu de vecteurs. Le champ discret de vecteurs trouve son application dans l'étude d'un ensemble de particules, d'un ensemble fini de particules. On a deux particules, 2 points, 3 points, etc. Mais lorsque nous arrivons au mouvement des solides, on est obligé de considérer un solide comme un ensemble continu constitué par une infinité donc de points. Et là, on utilisa un torseur associé à un champ continu de vecteurs. Bien, d'abord un torseur associé à un champ discret de vecteurs. L'exemple que nous prenons, qui soit le plus abordable, c'est le torseur des actions mécaniques appliquées à un solide. Donc, nous avons un solide soumis à 3 actions qui s'exercent au point M1, M2, M3. Ça, nous l'avons déjà vu pour 2 actions, donc nous répétons pour 3 actions et nous généralisons. Comme nous l'avons vu pour 2 points, et bien ce torseur a pour résultante la somme des différentes résultantes. Parce que ça, il faut le savoir, les différents torseurs peuvent être caractérisés par le premier torseur. Sa première résultante est sa force F1 et son moment réduit au point M1 est bien égal à 0. Ça, c'est le premier torseur. Le deuxième torseur aura pour résultante R2 égale à F2 et son moment mais au point M2 qui est nul. Le troisième torseur aura sa résultante F3 et son moment au point M3 qui est nul. Donc, la résultante du torseur associé à ces champs discrets que nous avons définis comme des torseurs discrets sera en fait la somme des 3 résultantes. Et le moment sera évidemment la somme des moments. Mais attention, nous avons noté que le premier torseur a un moment nul au point M1, le deuxième a un moment nul au point M2, le troisième a un moment nul au point M3. Mais la somme des moments ne donnera pas le vecteur nul, parce qu'en réalité, pour déterminer la somme de ces moments, il faut choisir de réduire ce torseur en un point. Donc si on veut le réduire au point O, nous aurons moment 1 en O, qui sera donc égal à moment 1 en M1, plus OM1 vectoriel F1. La propriété fondamentale des moments qui revient. Nous aurons moment 2 en O, c'est moment 2 en M2, plus OM2 vectoriel F2. Et moment 3 en O, ce sera moment 3 en M3, plus OM3 vectoriel F3. Et ainsi donc,
le moment résultant, qui est la somme des moments I, sera obtenu en réduisant les trois moments, en réduisant les trois torseurs au même point O. Donc, ce qui va nous donner, puisque les moments 1, moment 1 en M1 nul, moment 2 en M2 nul, moment 3 en M3 nul, donc ceci va nous donner, donc sigma de OMI vectoriel FI, qui ne sont rien d'autre que moment I en O. Voilà. D'où le résultat, moment en O, égale à la somme des moments des trois torseurs. Donc ça, on le sait encore, on a étudié les torseurs des forces, des actions mécaniques qui s'exercent sur un solide torseur de force, et ça on l'a bien déterminé. Donc pour ce qui est d'un champ continu de vecteurs, on définit la notion de mesure qui représente la distribution soit sur une ligne, soit sur une surface, soit sur un volume de l'action. À cette mesure, on associe une densité scalaire qui peut être donc une densité dynamique surfacique ou volumique en rapport avec cette mesure, ce qui permet donc en un point quelconque M du solide ou de l'espace, on puisse définir une densité vectorielle qui est donnée par la densité scalaire fois un vecteur qui représente une faible variation de la mesure. Avec cette densité vectorielle, donc, on a la résultante du torseur qui sera la somme, l'intégrale plutôt, sur tout le solide S de cette densité vectorielle. Le moment, ou la densité de moment, qui va se présenter sous la forme de moment en un point O égale OM vectoriel D de V, permettra donc d'avoir le moment en O comme étant la somme sur tout le solide des moments élémentaires. On a donc de moments élémentaires pour une distribution élémentaire qui entoure un point M. Donc on a ici la densité vectorielle dV. Donc on a le moment du torseur du champ continu de vecteurs qui est l'intégrale du moment élémentaire. Donc on a donc moment ici de ce torseur qui est égal à l'intégrale pour M appartenant à S de OM vectoriel dV de M. Là, nous en avons fini avec les torseurs associés à un champ continu de vecteurs. Un exemple assez pratique que nous aurons été l'occasion de présenter en travaux dirigés, c'est de supposer un pont qui repose sur deux appuis simples, donc en A, en B, I étant le milieu du pont. Et on peut imaginer une charge continue, donc constante cette fois-là, sur la première moitié du pont. La densité ici étant lambda. Peut-être lambda, si c'est une densité de masse, puisque c'est une action de la pesanteur, sera donné par kilogramme par mètre. Voilà donc notre élément, mais une application donc de ce pont chargé aurait permis donc de voir comment déterminer la résultante et le moment en un point quelconque O, A, B,
Donc ici, c'est le moment en eau, en un point quelconque au AB du pont. Et on pourrait aussi chercher donc l'axe central de cette distribution linéique de charge sur le pont. Voilà, j'espère que nous allons le faire pour la prochaine fois. Une nouvelle fois, je vous remercie pour votre patience. Et pour résumer, disons que nous avons défini les torseurs, présenté les 3 façons de les noter. Nous avons appris ou nous avons présenté les propriétés des torseurs. Et nous avons vu les différentes opérations qui peuvent être effectuées à l'aide des torseurs. Nous avons utilisé une grandeur caractéristique du torseur qui est son auto-mouvement et dont nous avons vérifié l'invariabilité dans l'espace. Nous avons donc utilisé l'auto-mouvement du torseur pour donner une typologie des torseurs, à savoir le torseur couple, le torseur à résultante, mais aussi le torseur nul. Nous avons présenté aussi les éléments centraux des torseurs, qui sont un point central, quelconque les points centraux, l'axe central, mais aussi le moment central et le pas réduit du torseur. Et en dernière partie, nous avons présenté comment déterminer la résultante d'un torseur qui est constitué par une distribution continue de vecteurs, mais aussi un torseur qui est constitué par une distribution discrète, finie de vecteurs. Nous pensons que vous êtes suffisamment outillés pour désormais utiliser les torseurs dans les différentes applications, notamment en cinématique, du point comme du solide, en dynamique, du point dynamique du solide, en statique du point, comme statique du solide, mais aussi en énergétique. Je vous remercie pour votre attention. Au plaisir de vous retrouver la prochaine fois dans ce cours. Merci et à bientôt.